monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Trek Historia. Comment vas-tu Arcadie aujourd'hui? Je vais très bien Cyrine, et toi ça se passe? Eh ben écoute, ça se passe très très bien. Impeccable. Un petit redout qui fait que on dépend moins de l'Ukraine que prévu. Oui. Cool. Voilà. Et puis voilà, et toi alors? Moi ça se passe, hein. Je profite des fêtes de fin d'année, j'essaie de pas trop m'empâter et pour revenir en janvier en forme. Et puis je termine tranquillement les derniers travaux de l'année, donc c'est top. Ah, pas trop t'empâter, cool. En croûte. Exactement. Spécial dédicace à Philippe Bouvard, si tu m'entends. Alors aujourd'hui, de quoi qu'est-ce qu'on parle? Alors aujourd'hui, on va parler de Star Trek Voyager et surtout, plus précisément, de l'échec de la promesse qu'est Star Trek Voyager. Bel échec, bel échec, voilà. Bel échec. Donc, alors, est-ce que je nous remets pas un peu dans le contexte? Vas-y, donc propose le contexte de Voyager. Quand est-ce que c'est sorti et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Alors, ça sort donc en 1995 aux USA, en 98 en France sur Canal Jimmy. On en avait déjà pas mal parlé dans les autres itérations du podcast de ces chaînes-là, donc Canal Jimmy, de tout ce qui était sur le câble à l'époque. Donc, c'est une série qui est totalement passée inaperçue en France. C'est une série qui sort dans une période où on commence à avoir une vraie culture série un peu partout dans le monde et surtout en France. Alors je me suis amusé à checker un petit peu toutes les séries qui étaient sorties à cette même période en France. Donc on a Sliders, Hercule, Jag, qui est donc un spin-off de NCIS. Une très très chouette série, Jag, je la conseille. Enfin, d'une mémoire. Avec Catherine Bell. Très très belle émoi, adolescent aussi. Pareil. Et Xena, Space 2063, donc qui est une très bonne série de SF qui fait que 2 saisons, je crois, même pas, mais à voir au vu de tous les thèmes qu'elle développe. On a Freakazoid de Spielberg, dessin animé assez avec le premier héros de l'internet. Au-delà du réel, l'aventure continue, donc suite de la série éponyme et du film Au-delà du réel. On commence aussi à voir arriver des séries formidables allemandes, à savoir Contre vents et marées. Ouais. Donc des séries de jeunes Allemands. Il y a un truc qui va pas dans la phrase, tu vois. C'est vrai que c'est un truc qui ne correspond pas. Et puis, c'est aussi une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais une époque de séries en prime time, avant le jeu ou avant le journal télévisé, avec notamment les nouvelles filles d'à côté. Ouais. Avec le grand Gérard Vives, qui nous a appris que les gays avaient une culture. C'était assez sale à voir. Gérard Vives reste un marqueur de la culture française audiovisuelle. Puis grosse série de beaufs quand même. Hein. Ah ouais, qui permettait à papa de se rincer l'œil. C'était les 3 actrices, c'était des pin-up des années 80. Enfin, ouais, non, mais c'était la suite des filles d'à côté. Hein. Donc les nouvelles filles d'à côté, quoi. Bref. Donc des séries françaises qui étaient tournées à la chaîne et c'était juste pour faire avoir de la belle gambette. Hein. Alors, on va pas voilà, mais ça faisait 3 à 4 millions de téléspectateurs. Hein. Un succès assurément. Ouais, non mais pour l'époque c'est énorme. Enfin, on se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a plus aucune chaîne de télé qui fait 3 ou 4 millions de téléspectateurs le soir. C'est vrai? Oui. Ah bah ouais, parce qu'Internet a tout niqué en fait. Il y a Internet, il y a à l'époque il y a 6 chaînes. Ah bah oui. 6 chaînes gratuites. Dont une qui est encryptée, à savoir Canal+, et l'autre, la 5e, qui va devenir Arte, qui est chiante. Donc, ça fait pas beaucoup de chaînes de télé. Et France 3, qui à l'époque est totalement régionalisée. Donc, effectivement, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cul des vaches près de chez toi, tu regardais France 3. Donc, il reste que 3 chaînes à peu près potables à regarder, à savoir TF1, France 2 et M6. Et donc, surtout TF1 et M6 sont à la bourre pour proposer les meilleurs contenus à cette heure de grande écoute. Donc notamment M6 diffuse à 20h06 la série du soir, souvent Une nounou d'enfer ou Notre belle famille, donc une grosse sitcom américaine, là où TF1 diffusait des jeux avant le journal télévisé et des séries comme ça un peu légères. Il y avait aussi, alors par rapport à la Belgique, c'est que donc nous ce qu'on avait, c'est qu'on avait les chaînes françaises classiques, TF1, France 2, France 3, Arte. Et nous on avait aussi la Une, donc la RTBF et RTL et Club plus tard.
Mais donc du coup, par exemple, on n'avait pas M6, à part certains. Moi, je savais qu'il y avait des gens qui avaient M6, j'ai jamais su comment ils l'avaient eu. Et donc voilà, donc c'est un peu le paysage dans lequel nous on a grandi. Et ce qu'il faut savoir aussi, un truc dont je me suis rendu compte à cette époque-là, c'est que au niveau des séries, tu m'en avais parlé, c'était que on commence les séries qui se suivent. Il faut savoir que jusque-là, les séries étaient des épisodiques à formule. Donc quand vous regardiez un Columbo, vous saviez comment ça allait se dérouler. Un Starsky Hutch, vous saviez comment ça va se dérouler. Le principe de la série n'était pas de vivre une aventure, mais de l'épisode de la semaine que vous alliez voir, et c'est le McDo, quoi. Vous saviez ce que vous alliez avoir, ça sera toujours le même burger, et ça vous fera plaisir. Commence en quelle année? 96, ouais, 96. 96, donc 96 pour moi. On est 2 ans, on est 2 ans avant Buffy. Il va y avoir aussi Charmed. Donc des séries qui, malgré qu'elles soient épisodiques, proposent dans leur narration des fils rouges, des fils conducteurs dans les saisons qui font que tu es obligé de suivre ce qui va se passer, chose qui va clairement se démocratiser dans les années 2000. Je pense à House, je pense à Dr House, je pense à Monsieur Monk. Je pense même à des séries comme Stargate, hein, qui, même si elles sont très très épisodiques, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc où il y a les grands méchants de la saison à combattre. Et donc, on commence à réfléchir les séries comme ça, comme plutôt des grands récits qui vont être connectés. Un grand récit qui va connecter tous les épisodes. Ou avant, vous avez un exemple, vous regardez un épisode de TOS ou un épisode de TNG, même si ça prend en compte certains éléments d'épisodes pivots. Par exemple, la bataille de Wolf 359. Basiquement, si tu le sais pas, ça changera rien à ta vision, quoi. Parce que à un moment où ils en ont besoin, ils vont le reciter, ils vont le ressortir. Donc, on est dans cette période-là de la création de la série. Et faut savoir aussi que Voyager apparaît à un moment où l'univers de Star Trek va se diviser. On arrive à la fin de TNG, t'avais dit, je crois. Oui, on arrive à la fin de TNG, et on donc, est au milieu de DS9. Il faut renouveler, et donc moi ce que j'ai vu dans Voyager, c'était un moyen de renouveler la formule TNG, de maintenir la formule TNG, puisque DS9 apparaît pour proposer un récit complètement opposé à ce qu'il y a eu dans Star Trek à l'époque, et donc il faut faire du TNG, qui TNG en fait est une formule plus avancée et contemporaine de la formule TOS. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu les épisodes. On veut faire du Star Trek classique, donc un vaisseau perdu dans l'espace, et on va suivre des aventures, mais avec les adaptations de narration qu'on a à cette époque-là. À savoir, on commence déjà avec DS9, les personnages ne sont plus juste des fonctions au sein du vaisseau, mais sont des personnages, des personnages avec un passif qu'ils vont apporter. Je pense à Cisco, qui est l'un des plus lourds passifs, mais même Janeway possède sa petite histoire. Et moi, c'est ce qui m'avait vraiment plu dans l'épisode pilote, c'est qu'on essaie d'adapter la formule tout en restant très profondément ancré dans le canevas de ce que Star Trek proposait. Pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, en 98, on commence à avoir aussi des séries qui ont compris le succès de X-Files, qui ont compris le succès de Twin Peaks, ou des mini-séries comme V, voire même, tu vois, j'y pense maintenant, et c'est pas déconnant, de Dallas. Alors V, c'est les envahisseurs, hein. Oui, les envahisseurs, tout à fait, ouais. Okay. Les visiteurs. Oui. Voilà, non, faut pas confondre avec David Vincent. Ah, oui, d'accord. D'accord, mais V, en France, ça a fait une énorme claque, V, en France. C'est aussi par rapport à l'heure de diffusion, tout ça, mais il y avait ce fil rouge qu'il y a dans ces séries que j'ai su se nommer, qu'on retrouve après dans des séries qui arrivaient aussi en 98 en France, donc à la même époque où arrive 2 ans après, donc Voyager. Donc tu as parlé de Charmed, mais il y avait The Crow, Dawson's Creek, Le Flic de Shanghai, Space Hospital, Space Hospital, voilà. 7 jours pour agir, par exemple, qui n'a pas pris, lui, le pli de la narration saison par saison, où effectivement tu avais toujours coca, frites, hamburger. Chaque épisode ça se déroulait pareil, mais il y a des séries qui ont cartonné comme ça.
Tu prends New York Police Judiciaire, 23 saisons, c'est la même chose. Ouais, ça Tu vois le meurtre au début, les flics qui arrivent, qui voient le cadavre, qui font la petite blague, générique, et dans le système pénal américain, les crimes sexuels sont considérés. Je me retape les 3 premières saisons en ce moment, c'est assez marrant. Bref. C'était Unité Spéciale. Oui, bah ça continue aussi, Unité Spéciale. Tout ça pour te dire que effectivement, en 98, on voit aussi arriver le film Star Trek Génération. Ouais. Donc encore une fois, la France a pas compris. Elle met le film au cinéma et elle diffuse pas la série en heure de grande écoute. Allez tout comprendre. Mais bref, c'est aussi, on en parlait une fois aussi. Hein, c'est aussi cette génération de séries en mode. Je crois que c'est toi qui en parlais une fois des séries Brockenheimer. Oui. Seagal et Brockenheimer, les années 80, pourquoi j'en parlais? Parce qu'on en parlait là-dessus en préparant l'émission. C'était des séries, comme tu disais, Starkey et Hutch, avait toujours la même narration où Chéri fais-moi peur. Tu savais que tu allais assister à une cascade de voitures et que il fallait des belles filles, des scènes d'action et tout ce qu'il faut, quoi. Il y a c'est aussi un truc, quand tu parles de génération, du film Star Trek Génération, il y a aussi un truc qui est très particulier à ce moment-là dans Star Trek. C'est que on en est au 6e film. Oui. Qui en plus n'est que entre guillemets la conclusion d'une des saisons, je sais plus laquelle, de TNG. C'est la dernière saison. Cette saison, il y a un film. Donc faut avoir maté les 7 saisons de TNG pour comprendre. Même si le film ne le permet pas, mais donc du coup quand tu vois Star Trek et qu'on te dit t'as le nouveau film Star Trek. Le rapport à Star Trek n'est plus comme par exemple pour les reboots d'Abrams, la KTL où on dit vas-y on va dépoussiérer, ça reste quand même des films qui à ce moment-là deviennent des films de niche qui s'adressent à des gens qui connaissent. C'est pas comme le premier, le slow motion picture, qui lui tu peux aller voir un film qui est un peu isolé à partir Ami Flamand. Pardon ? Ami Wallon, pardon. Puis-je mettre un bémol à ce que tu dis ? Alors Wallon et Wallon. Voilà. Oui, je me disais, tu n'étais pas flamand. Je trouve que Génération, à la différence des films d'Abrams, juste pour faire une parenthèse, est un peu plus malin dans le fait de la transmission, justement, de Génération. C'est-à-dire que les 15 premières minutes du film, il y a Kirk. Je suis entièrement d'accord. Mais ça fonctionne parce que tu es attaché à Kirk. Exactement. Et après, en plus, en moins de 2 minutes, tu as vu l'Enterprise B et l'Enterprise D. Voilà, et quand t'es un peu malin, tu te dis, il est où le C ? C'est dans la série que j'ai pas regardé. Voilà. C'est le truc qu'il y a, c'est que c'est pas que ça en fait un mauvais film, c'est que ça en fait un film exigeant pour son public qui nécessite de prime abord, ça va nécessiter un attachement pour la série. Tu vas aller voir le 6e film d'une franchise c'est juste parce que t'es fan de Star Trek. C'est comme si tu vas regarder À la recherche de Spock, t'es obligé d'avoir vu le 2. T'es obligé d'avoir vu La colère de Khan. C'est pas que c'est un mauvais film. C'est juste que c'est un film exigeant quant au bagage que tu vas apporter, que tu dois avoir pour aller le voir. Et moi, je comprends qu'à ce moment-là, le film, il pourrait un peu passer sous les radars. Je sais pas si en France ça a été... En fait, qui n'est pas son succès en dehors de sa propre communauté, parce que c'est clairement un film qui s'adresse à sa communauté. Il n'y a même pas besoin de présenter les personnages comme on le ferait dans n'importe quel film. Les films TNG, moi je trouve qu'ils se marquent pas mal dessus. C'est qu'ils ne s'embarrassent pas d'être... ils ne s'embarrassent pas d'être... de s'adresser à un public qu'ils doivent conquérir. Voilà. Ouais. Ils s'adressent à un public déjà acquis. Voilà. On fera un épisode spécial si tu veux sur First Contact, parce que je trouve que c'est assez intéressant de ce côté-là, parce que j'ai entendu pas mal d'autres podcasts qui en parlaient en disant oui c'est cool, c'est le meilleur film de la franchise, un des meilleurs films de la franchise, mais c'est aussi un film qui a essayé des choses. Alors pour revenir sur Voyager, Voyager, c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'un vaisseau qui se retrouve propulsé à 70 000 années-lumière de la Terre. Et c'est un vaisseau qui n'est pas équipé pour de longues missions spatiales, un vaisseau scientifique, et avec un équipage qui n'est pas au complet, et qui se voit après composé aussi de membres du Maquis. Et c'est intéressant
le pitch de départ de Voyager. Pourquoi ? Parce que faut savoir que Star Trek avait une sorte de chasuble où normalement il ne devait pas y avoir de conflit entre les personnages, ou du moins le conflit devait se résoudre à la fin de l'épisode. Et on part sur une série qui, en théorie, va nous parler de conflit. Pourquoi ? Parce que les maquisards, ce sont des gens qui appartenaient à la Fédération des Planètes Unies, ou pour la plupart qui appartenaient à Starfleet, et qui ont décidé de renier l'uniforme à cause de décisions politiques, compris la Fédération des Planètes Unies et Starfleet. Et donc, ils ont décidé de se rebeller et de rentrer en guerre contre la Fédération, au même titre qu'ils rentrent en guerre contre les Cardassiens. Et donc, le vaisseau Voyager doit poursuivre ses maquisards et se retrouve avec les maquisards perdus de l'autre côté de la galaxie. Et le voyage de retour, à vitesse maximale, c'est 70 ans. Donc, ce genre de science-fiction, ça s'appelle le Survivor Space. Et c'est là que la promesse est peut-être un petit peu ratée, on en parlera aussi. La série n'a rien de Survivor Space. Ouais. Parce que c'est Starfleet et il faut qu'on ait le cul propre. Tout le temps. C'est vrai, mais c'est vrai, et c'est ce que tu sens. Tu sens les prémices plein de graines d'envie de narration, des prémices d'histoires intéressantes, qui, parce qu'il est coincé dans son format Star Trek. Alors, pour précision, pour les auditeurs, je n'ai pas tout vu de Voyager. J'ai vu quelques épisodes assez marquants. J'ai vu Scorpion. J'ai vu les premiers épisodes de la saison 1 et j'ai un peu survolé. Donc moi pour l'instant j'ai toujours pas fini TNG. Du coup, ce qui est par exemple un des premiers symptômes de ça, des premières promesses avortées, qui est triste, hein, c'est le fait que l'officier en second soit un capitaine de vaisseau. Parce que jusque-là, les capitaines de vaisseau, l'officier en second, si on prend Riker, Spock, c'est un peu un truc à part, mais si l'officier en second est le prolongement de la volonté du capitaine. Et de fait, il ne remet pas forcément, il n'a pas à remettre la décision du capitaine en doute, parce que il n'a pas assez d'expérience, etc. Donc même si on peut te dire oui, dans tel épisode, Riker il est pas d'accord avec ce que va dire Patrick Stewart. Merde, le nom du capitaine. Picard. Avec Picard. Au final, t'as Picard qui dit bon bah ok, si j'ai bien entendu ton objection, je la conteste, ta gueule. Alors que là, la décision est basée sur ce qu'un autre capitaine ferait, et notamment l'épisode Scorpion. Je crois que c'est l'épisode avec les Borg, mais il commence vraiment à se confronter aux Borg. On voit deux capitaines de vaisseau qui argumentent et donc qui ont leur propre ego il serait dans son vaisseau, il aurait réussi dans sa voie à lui, puisque techniquement le capitaine réussit parce qu'il est capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Kirk il fait à sa manière, mais il va réussir parce qu'il est le capitaine de Starfleet. Picard va réussir parce que sa manière est la bonne, parce qu'il représente Starfleet, il incarne Starfleet. Janeway réussira parce que sa manière est la bonne, mais ça veut pas dire à ce moment-là que la manière de l'autre est mauvaise, puisqu'à ce moment-là elle est présentée par un capitaine. Or, très très vite, j'ai l'impression que ça part en fait, cette confrontation, pour finalement avoir une espèce de relation molle. Heureusement que je vous ai dans ma vie, mais bon, vous savez, je suis marié, on peut rien faire. Alors, avant de gratter là-dessus, il faut savoir que Voyager est pensé en total, en total contresens de ce qu'a proposé DS9. C'est-à-dire que sur DS9, beaucoup avaient hurlé au fait qu'on n'était pas dans du Star Trek, et Voyager se veut un retour aux sources, un retour à TOS, plus qu'à TNG, un retour sur le côté un épisode, une civilisation, une problématique, une aventure, une résolution. Ok. Avec ce contexte un peu fil rouge, vont-ils arriver à rentrer sur Terre? Et avec Janeway, c'est pas gagné. Et donc, ça se reveut ça reveut aussi, c'est pas anodin que l'un des officiers haut gradé soit un Vulcain. On nous met un petit Klingon aussi. C'est Tuvok, tout à fait. On nous remet un petit Klingon aussi. On nous remet des costumes un peu moins martiaux. Donc les costumes qu'on va retrouver notamment dans Génération.
Les costumes sont vachement moins martiaux. Un vaisseau un peu plus sympa qui ressemble à alors une cuillère pour certains, ou à un fer à repasser. Sur Internet, il est souvent désigné comme un fer à repasser. Donc un petit vaisseau tout mignon qui fait la taille de l'Enterprise de Kirk d'ailleurs au passage, qui n'a rien à voir avec le classe Galaxy de notre ami Picard. D'ailleurs, je sors bientôt une vidéo sur les classes Galaxy. Il faut savoir que les classes Galaxy, c'est des vaisseaux qui sont faits pour tenir 100 ans et pour devenir très rapidement des bases spatiales. Okay. Sachant que le classe Galaxy contient 1000 personnes d'équipage. Et en faisant mes recherches aujourd'hui, j'ai découvert qu'en fait, il est conçu pour accueillir presque 15 000 personnes. Et il y a, y a quand même un quart vide sur l'Enterprise de Picard, quoi. Putain. Donc c'est fait vraiment et les mecs, pour être... ils doivent tout nettoyer quand même, tu vois. Ouais. Ils voient le quart de chambre à nettoyer en plus. Ils font putain. Non, mais j'ai appris ça aujourd'hui, ouais, que c'était des vaisseaux qui étaient faits pour durer 100 ans. Et s'il le fallait, qu'ils pouvaient très vite moduler en nouvelle Starbase. Voilà. Donc c'est un vaisseau qui n'a rien de spécial, qui est pas surarmé, qui est pas fait pour le combat d'ailleurs, qui est vraiment fait pour la recherche scientifique. Et sachant que Janeway, à la différence de tous nos autres capitaines, c'est un officier effectivement de carrière, mais c'est un officier qui vient de la section sciences, qui vient pas de la section tactique. À la différence d'un Kirk. Alors, Kirk est un jeune officier. Faut pas oublier que Kirk, c'est le plus jeune capitaine de l'histoire de la Fédération. Ouais, mais t'as des officiers qui fut le dernier. Voilà. C'est pour ça qu'en dessous de 30 ans, ils ont arrêté de les recruter. Et puis voilà, t'as des mecs comme Picard, Sisko, machin, qui sont des officiers du rang et qui veulent être capitaines depuis qu'ils sont rentrés dans Starfleet. Elle a été capitaine par le mérite, par tout ce qu'elle a fait, mais et d'ailleurs, c'est un capitanat qui est très différent. On en discutera tout à l'heure aussi. C'est un capitanat très différent. Donc voici la promesse que nous fait la série. Des nouveaux mondes étranges, bien sûr les 2-3 extraterrestres du coin ramassés au passage qui vont aider le capitaine à comprendre ce nouveau secteur spatial et les enjeux. Donc le coup classique de l'extraterrestre qu'on ramasse au passage. Et bien sûr un peu ces renégats qui vont prendre des postes intéressants sur la passerelle et qui vont collaborer, qui vont être là aussi pour démontrer les limites de la pensée Starfleet. Encore une fois, en situation de crise. Mais ça va rester très léger. Ça n'a rien à voir avec DS9 en termes de critique. Ça va toujours rester... En fait, le centre, en fait, le cœur de son récit, en fait. Davantage. Voilà. L'épisode pilote de Voyager commence sur DS9, donc on raccroche les wagons. Voilà. Et l'épisode pilote commence aussi avec un petit côté agence touriste. Avec la création de l'équipe ou Mission Impossible, où on voit Janeway aller chercher certains membres d'équipage un peu spéciaux dont elle va avoir besoin pour sa mission. Voilà, un truc un peu différent de ce qu'on a pu voir avec les autres séries où les équipages arrivaient constitués déjà. Et c'est intéressant parce que du coup, quand tu vois ça, elle constitue son équipage, et donc en fait, les membres de son équipage sont des membres qui naturellement lui seront, on va dire, acquis à sa cause, voilà, techniquement. Et de fait, ça rajoute l'intérêt supplémentaire d'avoir les maquisards au sein du vaisseau, car tu commences avec, c'est pas comme on est avec un TNG, un TOS où il y a une loyauté absolue envers le capitaine juste parce qu'il est capitaine et que c'est le vaisseau. Là, on te montre directement que cette capitaine-là a besoin de son équipage, et tu comprends pourquoi, dans un cadre de tension, il va y avoir cette espèce de faction Starfleet, puisqu'elle va être mise en opposition à la faction maquisard. Ce qu'ils ne feront pas, mais tu vois là le prémisse à nouveau, tu vois là la graine de narration de tiens, ils auraient pu développer ça de cette manière-là, c'est intéressant. Et voilà, moi ce que j'avais vu aussi, ce qui m'avait marqué avec Janeway, parce que moi le premier épisode je le trouve vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ce que j'avais vu avec Janeway, c'est qu'elle c'est une de mes capitaines, je pense, qui pourrait devenir une de mes capitaines préférées après Pike de Strange New World, parce que elle n'est pas écrite. C'est pour ça qu'on parlait, c'est intéressant, on parlait du contexte.
c'est qu'on vous dit, c'est 2 ans avant la série Buffy, on est à l'époque de Xena, on est à l'époque donc d'une écriture de personnages féminins forts qui vont s'affirmer. Et Janeway apporte ce genre de personnage, cette logique-là de narration. Mais l'actrice va quand même, alors que ce soit peut-être dans l'écriture qu'on va lui imposer ça, mais lui imposer un peu ce côté maman, ce côté je suis une capitaine, je suis forte, mais je suis pas en mode revancharde, laissez-moi passer quoi. Elle s'impose de par sa puissance en ne reniant pas un pan de ce qu'on applique généralement aux personnages féminins à cette époque-là, c'est-à-dire vas-y, t'es une meuf, t'es une mère, t'es un peu la maman de l'équipage. Tu sais, on n'a jamais dit à Kirk qu'il était le papa de l'équipage, mais elle, oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une des premières remarques qu'elle fait à l'enseigne Kim, qui l'appelle monsieur, et elle lui dit vous êtes gentil, la prochaine fois vous m'appelez madame. Ouais. C'est pas monsieur. Et il lui dit ok monsieur. et elle dit si vous y arrivez pas c'est capitaine, ça marche bien aussi quoi. Et du coup je trouve que l'actrice, même si on sait elle était un peu aux fraises, hein, elle comprenait pas trop ce qui se passait, te montre a réussi à créer une capitaine qui est forte, qui est puissante, qui est respectable et qui pour moi je la vois à la table d'un Picard. Oui, d'ailleurs, elle lui donnera la réplique dans Insurrection, dans Nemesis. Voilà, et donc tu vois, elle est à la table d'un Picard. Qu'un Sisko, tu le vois hein, d'ailleurs, confrontation Sisko-Picard, tu sens que c'est pas le même rang. Tu sens que c'est pas le même, c'est pas le même rapport. Alors que elle, elle serait à la table d'un Kirk et d'un Picard, elle aurait parfaitement sa place, tu le sens. Et à la différence de Picard, elle finit amiral. En plus. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très réussi. C'est cette femme-là, tout l'épisode, justement, Scorpion, la manière dont elle gère ce truc-là avec les Borg et tout, c'est vraiment intéressant. Elle arrive à lui donner de la force, elle lui arrive à lui donner un genre de féminité qui n'appartient qu'à elle. Sa propre féminité qu'elle donne, et ça donne super bien en fait. Tu y crois, tu vois, tu y crois que c'est avec son espèce de chignon cosmique, je sais pas comment on appelle ça, mais elle a une coupe un peu chelou. Non, franchement, c'est une très très belle réussite. Et puis en plus, elle est secondée par, je sais pas comment s'appelle l'acteur, mais il est doublé Chakotay, qui est doublé par Mark Alphos. Qui, pour ceux qui ne le figurent pas le nom, c'est la voix de Russell Crowe. Qui, quand même, envoie du lourd, donc rien que pour ça, faut l'écouter en français. La VF, peut-être que la traduction est aux fraises, mais le jeu d'acteur en VF, très le doublage est relativement bon. En plus, tu sens qu'ils ont fait des efforts pour... après, ils ont eu l'habitude entre TNG et Deep Space Nine. Mais pour revenir un peu sur ce personnage, un peu, tu vois, à la fois on pourrait pas le définir comme maternel, mais de quelqu'un qui accompagne, qui fait grandir les gens et son équipage autour d'elle. Ouais. C'est pas pour rien aussi que c'est un des personnages principaux de la nouvelle série d'animation Star Trek Prodigy. Ah bon? Oui, c'est l'hologramme que trouvent là les petits renégats qui volent le vaisseau. C'est l'hologramme de formation. Janeway. Ok. Donc, c'est pas pour rien que voilà. En termes de... Qu'est-ce qu'on peut dire là vite fait avant de passer à autre chose là-dessus, avant de parler de la promesse? Est-ce qu'elle n'est pas le capitaine qui finalement est le plus proche de son équipage? Elle n'a pas le choix. C'est un petit équipage déjà, en 20 membres d'équipage complet. Donc c'est un relativement petit équipage. Et puis ça revient dans plusieurs épisodes. Il y a un épisode où elle fait une dépression. Donc tu l'as pas vu cet épisode. C'est un épisode où en fait ça fait des mois qu'ils sont dans une zone où il n'y a pas d'étoiles. Donc ils sont dans le noir complet. Et ils avancent droit devant, mais dans le noir complet, et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une étoile. Et elle, ça fait des mois qu'elle n'est pas sortie de sa cabine. Et qu'elle donne les ordres de sa cabine, quoi. Et l'équipage se pose des questions sur quand est-ce qu'on va revoir le capitaine, si un jour on va le revoir. C'est aussi une Sarah Connor en puissance. C'est elle qui va sauver plusieurs fois son vaisseau des mains d'armée.
occupante. Mhm. Donc elle y va au flingue et elle finit. Mais je te promets, ça fait très Sarah Connor. Un peu trop des fois. L'année de l'enfer aussi, un double épisode super intéressant où tu vois son jusqu'au boutisme. Et pareil sur l'épisode Equinox, partie 1 et partie 2, où tu vois qu'elle peut aussi partir en vrille comme un Cisco ou comme un Picard, quoi. Quand il a son Moby Dick, elle a son Moby Dick, quoi. En fait, du coup, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un personnage plein et entier, en fait. Et au final, l'aspect féminin du personnage n'est qu'amené que par l'actrice, tout simplement, mais peut-être pas par, genre, j'ai pas vu tous les épisodes, hein, mais pas forcément parce que le scénario lui fait dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, on va aller botter des culs, on va faire ci, on va faire là. Oui. Oui. Et puis elle est logique dans ses décisions. C'est pas comme un Kirk qui pour tel épisode va faire ci, pour tel épisode va faire un truc. Tu disais mais il y a 2 épisodes t'avais dit ça, t'as oublié déjà. Ouais, mais il a joué avec les tripes, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Elle est assez logique, quoi. Même si des fois elle regrette sa logique, ça c'est intéressant. Elle se remet en cause. Mais voilà, elle arrive des fois à se remettre en cause en disant est-ce que j'ai fait le bon choix sur le premier épisode, parce que c'est son choix qui les condamne à rester à 70 ans de retour. Ouais. Voilà, c'est son choix à elle, un choix très fleetien, Starfleet. Et plusieurs fois dans la série, elle a l'opportunité de changer les choses et elle se demande si elle a bien fait ou pas, quoi. Ouais. Bon, à la fin, hein, ils ont quand même réussi en moins de 7 ans à faire 30 ans. À faire avancer le voyage de 30 ans. Voilà, sans spoiler après la fin, mais et puis pareil, niveau confrontation, finalement, elle a des némésis de grand luxe. Elle se tape contre la Renborg 2-3 fois. Les hyrogènes aussi, c'est intéressant les épisodes avec les hyrogènes. Elle est assez. Non, je trouve qu'elle a un charisme. Moi, ça a été pendant longtemps une de mes séries préférées, de par le fait que j'avais que ça à voir avec TOS et que du coup, je trouvais ce côté familial dans la série très bien exploité. Après, avec le recul des années, j'ai compris aussi que la série, en fait, était complètement comme une famille dysfonctionnelle. Ce qui est intéressant aussi sur cette série, c'est ce côté, donc comme je disais il y a 2 secondes, familial, mais qui va arriver en fait à la fin de sa logique, à savoir sur l'essentialisation des personnages. Et c'est un des gros défauts de Voyager, c'est que chaque personnage a une fonction, et dès que la fonction ne fait plus sens, le personnage n'existe plus. Genre, donc, il est retiré de l'histoire ou Eh ben, tu vas voir. On a Janeway, capitaine, solaire, tout ça. Son commandant en second, qui est un alter ego capitaine aussi, de Capitana, mais qui lui va plutôt être la voix de la... qui va être un peu son pendant négatif. Il va lui dire est-ce que vous avez bien pensé à tout, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est pas un peu impulsif, voilà. Tu as la voix de la logique qui est incarnée par son Vulcain de prédilection. Donc lui, il est juste là pour lui dire c'est pas très logique. Reprenez-vous un peu, Catherine. C'est le rôle de tous les Vulcains d'ailleurs. Voilà, donc lui, Star Trek, là, tu vas voir, il va très vite gicler en termes de non-sens. On a Tom Paris qui est le repenti, mais pilote talentueux dont on peut pas se passer et qui est un peu dur à cadrer, mais finalement, quand on lui donne sa chance, c'est un bon officier. Donc c'est un peu le rôle de la seconde chance. De la seconde chance. Et ensuite, on va avoir B'Elanna Torres, qui est la Klingon impulsive de service, mais qui est mécanicienne. Donc c'est l'ingénieur en chef du vaisseau. Originalité assez intéressante. Donc elle doit rester calme parce qu'elle a un talent pour réparer les machines et faire avancer le vaisseau, mais en même temps, elle lutte contre sa partie Klingon. Elle est à demi-Klingon, elle est métisse, humaine et Klingon. On va avoir le jeune et faible Harry Kim qui trouve que tout est merveilleux, tout est beau et qui souvent par innocence va conduire des aventures. Et puis on a les 2 extraterrestres de service, à savoir Nelix et Kess, qui sont là pour remettre un peu en question l'esprit Starfleet. Et puis pour aider à comprendre ce qui se passe dans ce quadrant de l'univers. Et qui d'ailleurs forme, je pense, avec le médecin holographique.
forme un peu la touche d'humour de la série. Moi j'ai souvent ce souvenir où le médecin holographique c'est le bougon qui est rigolo parce qu'il râle, en grosso modo, si j'ai peut-être des conneries. Et puis il y a l'extraterrestre qui est quand même très rigolo, très souriant, très chaleureux. Et puis il y a aussi, parce qu'on parlait de Janeway, mais t'as aussi l'autre, t'as DS9, qui est aussi un élément à part entière dans Voyager. C'est-à-dire déjà le fait qu'on l'utilise en tant qu'élément isolé dans, je crois c'est dans Picard, et qu'elle revient dans la série Picard, je crois, non? Moi je me rappelle que Voyager c'était la... Ah, Seven of Nine. Alors justement. Oui, j'ai dit quoi? DS9? Ouais, c'est pour ça que Seven of Nine, pardon. Ouais. Mais Seven of Nine, justement, et ben le problème de Seven of Nine, c'est qu'elle va prendre le rôle de la logique. Donc Tuvok sert plus à rien, parce qu'elle a la logique des Borg, vu qu'elle a été élevée par les Borg. Et puis elle va prendre ce côté un peu ingénu de Harry Kim, où elle s'interroge sur un peu tout ce qui l'entoure, parce que c'est nouveau pour elle. Elle a pas mal de choses. Et ce côté, je sais ce qui se passe dans ce quadrant, j'en viens. Ah ouais, donc du coup, en fait, elle retire le rôle de 3 autres persos. Et effectivement, après, il n'y a qu'une dynamique. Après, il n'y a que des duos, en fait. Le duo B'Elanna-Paris, le duo Janeway Seven of Nine et le duo Doctor Seven of Nine. Ouais. C'est-à-dire qu'après, toute la chimie du vaisseau, enfin, Harry Kim ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire, je peux te dire qu'à partir de la saison 4, je n'ai pas souvenir d'un épisode où il est intéressant. Ouais. Tuvok, 1 ou 2 épisodes où il lui arrive des trucs de Vulcain. Voilà. Sinon, toute la série va tourner autour de B'Elanna Torres, Seven of Nine, Janeway, un peu Chakotay parce qu'il y a une romance qui se fait avec Seven of Nine, et Tom Paris. Parce qu'il fait des conneries dans le vaisseau, quoi. Voilà. Sinon... la série, après, à partir de la saison 4, tous les autres personnages qu'on nous a dépeints et même des petits personnages secondaires qu'on a appris à apprécier, quoi, ne serait-ce qu'un instant, disparaissent totalement. Donc il y a 140 membres d'équipage à bord, 120 pardon, et on en arrive à savoir vivre les aventures que de 5. Et d'ailleurs, un truc, c'est de ce que je me rappelle, pour revenir avec la thématique de la promesse échouée, le survival, le space survival, Aurore, je sais plus quoi le terme que t'as donné. Space survival. Ah merde, je sais plus. Space survival Aurore. Survival space, ouais. Space. Battlestar Galactica ou First Cave, pensons. Ok, mais en fait, amène tout simplement un body count. Si t'es en train de survivre, il doit y avoir des morts. Oui. Et les morts doivent peser sur toi. Je me rappelle même, par exemple, c'est toute la thématique du tout premier épisode pilote de Star Trek, où Pike, il en a marre. C'est la même cœur que sa destinée lui pèse lourd, même si Kirk c'est une destinée shakespearienne, mais ça lui pèse lourd sur les épaules, d'avoir sur les épaules le poids de toutes ces âmes. Et en fait, un survival fait que normalement t'es censé avoir des membres d'équipage qui meurent petit à petit, et tu vois la famille s'amoindrir, s'amenuire. Oui, et en fait, ça ne fonctionne que si t'as mis un visage aux membres d'équipage, et que du coup, quand tu vas commencer à te débarrasser petit à petit des personnages, tu vas éprouver de la peine, parce qu'en tout cas tu vas comprendre la peine de l'équipage. Je vais donner un exemple. Les films Harry Potter. Les films Harry Potter sont des films avec... en fait, comme on est dans une école, c'est toujours les mêmes seconds rôles qui reviennent, qui commencent à avoir leur propre vie, en fait. Donc à savoir les autres élèves de Gryffondor. Et à un moment donné, je connais plus les noms, mais t'as Jordan qui se crame les sourcils, c'est juste une blague dans le premier ou deuxième film, puis il dit une phrase dans le troisième, sauf que quand il commence à lui arriver des choses dans le 7e film, ou le 8e film, il fait partie de ton visuel, alors qu'il a eu que 1 ou 2 éléments. Il y a
la meuf qui tombe amoureuse de Ron dans le 6e film, bah ça fait que dans le 8e film, ce qui lui arrive est dramatique. Et en fait, même s'ils ne sont pas d'importance capitale, parce que tu as le cercle premier des personnages, donc on va dire la passerelle, hein, et puis tu as les autres, mais ça ne peut fonctionner que si tu prends du temps de donner le visage d'autres personnages. Un exemple dans Star Trek, TNG l'a fait avec Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ne fait pas partie de la plateforme, c'est la barmaid. Elle apparaît de temps en temps. Voilà, elle apparaît de temps en temps, mais du coup, c'est un personnage. Bon, son personnage est quand même très important, mais on a donné de l'espace d'existence au barman. C'est pas un barwoman pour le coup. C'est intéressant. Et du coup, si tu ne donnes pas cet intérêt-là et que tu tournes que avec des dualités, comme tu as expliqué, tu peux pas faire. Si tu fais un body count, tu peux pas faire un body count qui va avoir de l'importance pour le spectateur, puisqu'en fait, les morts, c'est que des red shirts. Mais et puis même quand il y a des morts, je veux dire en interne, bah chaque épisode t'as un peu ce reboot quoi. Oh bah, il y en a un ou deux qui meurent. Par exemple, il y a l'ingénieur Carré, on le voit 2-3 fois, mais bah on s'en fout. Ouais. La croisière s'amuse quoi. Ouais, voilà, exactement. Il meurt de façon horrible en plus. Hein. C'est vraiment horrible quoi. Il y a même un extraterrestre qui a son visage arrivé à un moment quoi, tu vois, qui a arraché son visage en mode Leatherface quoi, tu vois. Ouais. Ok, on s'en fout. Ouais, c'est le problème. Après, c'est le problème du fait d'avoir mis. Tu sais, généralement, je crois que c'est l'épisode de la semaine. Du coup, t'as une semaine qui s'est passée entre chaque épisode, et donc du coup, ils ont le truc de oui, ça fait 3 mois qu'on est là, tu vois, et donc du coup, ils n'ont pas la possibilité de se concentrer sur les dégâts que ça peut créer. Entre les personnages, parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait une chronologie courte. Ça veut dire qu'entre 2 épisodes, il faut que tu aies soit une suite directe, ça fait 2 semaines quand t'es comme ça, que t'as déprimé, soit t'es juste après. Mais vraiment, on continue, on développe l'aventure. Mon meilleur exemple, pour moi, la maestria de ce narration reste Supernatural, qui même avec des saisons de plus en plus pétées, arriver à te faire l'épisode de la semaine mais qui s'intégrait, où tu vois l'évolution du personnage, péricliter, remonter, repéricliter, remonter. Mais pour ça, il faut des chronologies courtes, quoi. Tu peux pas dire ça fait 4 mois qu'on est dedans pour l'épisode d'après, parce que du coup, l'épisode juste après où le mec est mort, quoi. Parce que dans ce cas-là, tu fais pas, comme tu dis, tu ne crées pas d'enjeu. Tu t'en fous de que ton pote soit mort de manière dramatique. Et tu vois, des fois on dit une série elle est arrivée trop tôt ou trop tard. Et en fait, elle est vraiment passée à côté de son sujet. Tout le long, elle fait un hors-sujet. Quand tu vois que le 2e épisode de Battlestar Galactica, leur problématique c'est l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Est-ce qu'il faut leur donner des ressources? Est-ce qu'il faut leur donner des ressources? Est-ce qu'il faut les nourrir ou pas vu qu'on n'a pas de ressources? Alors qu'eux, ils sont là. Bon bah on va limite un peu à la Macron, on va mettre des cols roulés et on va éviter un peu d'aller au holodeck, hein, parce que ça consomme de l'énergie quand même. Voilà. Et au bout de 3 saisons, c'est complètement oublié. Il y a complètement des épisodes entiers sur le holodeck où ils ont créé une nouvelle ville et tout. Ils y vont toutes les semaines. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin, oui, alors on va pas trop utiliser les réplicateurs parce que ça consomme de l'énergie. On va faire une cuisine à l'intérieur. Ok, on va manger des vrais aliments. Et au bout de 3 mois, oui, bon, bah, de temps en temps, un petit coup de réplicateur, c'est pas rien, bon, bah voilà, ça tue personne, quoi. Si personne, voilà. C'est vraiment ça, quoi. Et oh, ça va, hein. Le capitaine, quand même, hein. Ouais, oh, Café, pas déconner. Voilà. Non, mais, et c'est que ça, quoi. Chaque fois, ils ont un bon sujet. Et ils ne le développent pas. Et ils ne le développent pas. Et tous les méchants, le peu de méchants qu'il y a dans la série, eh ben, c'est des méchants au bout de 3 épisodes. Ils les ont usés. C'est rien. Donc on a les Kazon au début qui sont bêtes comme leurs pieds mais qui sont surarmés. Donc intéressant. On a les Hirogènes aussi qui deviennent. Après en fait la série joue du problème des shonen. Ton ennemi d'aujourd'hui ça sera ton pote de demain. Ouais. C'est-à-dire tu croises Vegeta toutes les semaines et après c'est ton pote quoi. et c'est que ça la série. Pareil les Borg. Oh allez on vous fait exploser 2-3 trucs. Allez ouais chouette.
Au revoir les Borg. Ah, c'est trop facile. La dernière fois, il a fait une armada entière et il y a des millions de gens qui ont crevé. Nous, avec 2 cailloux, on y arrive, quoi. T'as maté The Orville? Oui, saison 1, saison 2. Faut tout mater. Et ben, saison 3, ça arrive. Faut qu'on parle de ça. Non, mais voilà. On va en parler du coup, mais il faudra qu'on en parle. Mais du coup, ouais, mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu crois qu'ils s'en rendent compte et ils s'en foutent parce que le cahier des charges, c'est non, il faut qu'on fasse un TNG TOS like, parce que de toute façon, il y a déjà DS9 à côté où les gens y râlent dessus. Ou est-ce que ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont à la ramasse? je crois qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de stimulation. DS9, ça n'a pas mal vieilli parce qu'il y avait une stimulation. Il y avait Babylon 5 en face. Il y avait d'autres séries. Il y avait X-Files, il y avait des choses comme ça. Voyager arrive dans un temps où la série reste quand même un spectacle pour la famille. Tu vois, quand en face, il y a Xena la guerrière et que la promo de la saison 4 de Voyager se fait en parallèle de la promo de Xena, donc on va mettre Seven of Nine et Xena sur les mêmes plateaux pour faire des photos et pour faire la promo des shows. Tu sens que l'intérêt, c'est que ça reste familial et que bah, du coup, faut pas trop perdre les gens. D'où cette impression dans Voyager que tu as déjà vu certains épisodes. Ok. Il y a beaucoup trop d'épisodes temporels dans Voyager. Il y en a beaucoup trop. Et des fois, tu te dis, mais attends, je l'ai déjà pas vu celui-là. Enfin, on l'a pas vu 10 fois celui-là déjà. Et il y a ce manque de finalité et ce manque de conséquences. Voilà. Il n'y a pas de... Et pourtant, il y a des idées intéressantes. Il ramasse plein de gens sur le voyage. Donc il y a plein de gens qui s'incorporent au vaisseau, qui développent... voilà, ils ramassent des enfants. Il y a des enfants qui naissent aussi sur le vaisseau. Donc, ouais, c'est vraiment... à chaque fois, ils posent les graines et ils n'en font rien, quoi. Ils te mettent des enfants, ça soulève des questions. Et c'est là que tu vois, en fait, la limite de Star Trek, ou d'un programme comme Star Trek tel qu'il est réfléchi. Alors, pour ma part, je suis contre... Enfin, je suis pas contre, mais je trouve que Star Trek se suffit en épisodique, mais qu'il faut pour certaines thématiques, c'est en fait avoir que de l'épisodique, c'est chiant parce que t'es pas récompensé de te taper cette saison. Ce qui te récompense, ce qui donne la force de te taper toutes les saisons, c'est que même l'épisode le moins intéressant va finalement soit te servir de soupape de décompression pour une narration, genre un épisode filler. Mais c'est parce que tu sais qu'après tu vas avoir un épisode beaucoup plus intéressant qui va se suivre. Mais par exemple les structures, alors je vais prendre des structures beaucoup plus récentes telles qu'il y a eu avec Sons of Anarchy, Peaky Blinders, c'est-à-dire où l'épisode suivant est en droite lignée de l'épisode précédent et ainsi de suite. Je pense pas que Star Trek l'univers de Star Trek puisse se permettre ça. Par contre, c'est un univers qui se doit d'avoir du sens. Tu peux pas, qui se doit de créer un territoire. Et comme j'expliquais dans des épisodes d'avant, une géopolitique, une géographie cohérente. Que ce soit tant dans l'espace dans lequel le vaisseau va évoluer que dans la narration dans laquelle elle va évoluer. S'il y a des enfants, ça soulève des questions. Et comment on gère on n'est pas obligé de partir dans le drame, en fait. On n'est pas obligé de partir dans où vais-je, qui suis-je, la vie de toute façon c'est de la merde. On peut rester dans l'utopie, questionner et miser sur la bonté humaine, mais non, c'est triste de se dire qu'à chaque fois ouais, tu peux mater n'importe quel épisode, ça va marcher et tu vas te taper les 7 saisons, je sais pas, il y a combien de saisons? 6 7 saisons. 7 saisons de Voyager et tu fais ok, est-ce que j'ai vu une histoire avancer, est-ce que j'ai vu une histoire déboucher sur quelque chose, ou j'ai vu une trame que par exemple Babylon 5 possède. Désolé les gars, hein, mais Babylon 5 possède cette trame en filigrane et influe sur les rapports de chaque personnage, alors que chaque épisode est une aventure. Et puis, dans l'idée de Voyager, je veux bien que ce soit
esprit années 90. Cet esprit, tout est possible. Tu vois, ce qui était drôle avec la promo de Voyager aussi, c'est que sur les magazines un peu genre Empire ou les magazines de cinéma ou de séries qu'il y avait aux États-Unis, ils posaient tous à côté d'un gros PC, d'un caméscope numérique, d'une souris. C'est genre, c'est l'avenir. Et tout, c'est Starfleet. Le turfu. C'est le turfu. Mais il y avait rien de... Tu vois, c'est un clone de TNG. C'est un clone de TNG sans les lourdeurs scénaristiques de TNG. Et sans Picard. Effectivement, sans Picard. Mais je pense que Voyager a raté sa cible sur son côté trop maison dans la prairie. Bah, surtout qu'en plus à la base le postulat ne le permet pas. Et ouais, et il leur arrive tous les malheurs du monde, mais c'est pas grave. Elle est aveugle, Caroline, c'est pas grave. On a perdu la petite maison, c'est pas grave. Voilà, tu vois, c'est... Et même sur des méchants, par exemple, ils avaient... Moi, je trouve que ce qui manque surtout à Voyager, c'est un vrai antagoniste. Tu vas prendre Perdu dans l'espace, ils ont le docteur, là. Ouais. Qui complote toujours. Cosmos 99, j'ai oublié le nom, mais bref, t'as toujours un gars qui complote à l'intérieur du vaisseau. Et pendant un temps, ils l'ont eu dans Voyager, Ouais. et pareil. Ah, elle arrive à faire des choses incroyables, et puis du jour au lendemain, allez, c'est personne, putain, allez, dégagez, on n'a pas d'idée, on a changé les scénaristes, ils ont pas vu les épisodes. Allez, hop, hop, hop. Et du coup, t'as jamais de résultante. Et le seul truc qui a compris qu'on avait besoin de conclusion à certaines histoires, c'est Star Trek Online. T'en démordras pas, hein. C'est Star Trek. Mais Online, ouais, mais parce que tout, je suis arrivé, par exemple, sur la campagne Delta, et ben, le Voyager est passé, il a causé des mutations parce qu'il a passé, il a promulgué l'idéologie de Starfleet et il y a eu des changements. Ouais. Et donc tu vois les changements qu'il y a eu 20 ans après l'arrivée du Voyager, quoi. Mm. Et c'est intéressant, c'est pas intéressant, bref, c'est pas... Voilà, mais il y a plein de trucs qu'on avait déjà vus dans TNG, maintenant que j'en parle avec toi, et que je me dis, merde, on les a vus dans TNG, on a vu le copier-coller dans Voyager, et ça a pas avancé d'un pouce. Ah, mais je me pose la question du... aussi... Ce qui fait que Voyager ne peut pas être ce qu'il aurait dû être, c'est parce qu'il n'y a plus TNG. C'est-à-dire que il aurait fallu un autre TNG pour que Voyager puisse faire sa proposition libre. Mais comme il n'est plus là, puisque Voyager apparaît à la fin de TNG, comme il n'est plus là, bah t'es obligé d'avoir ton TNG TOS-like et bah on va le coller sur Voyager, même si tu sens que c'est clairement l'intention, hein, la promesse d'origine. Mais du coup je pense que c'est aussi, ils peuvent pas se le permettre parce que il faut un Star Trek de base et que bah, le seul qu'on a sous la main et qui peut le permettre c'est Voyager, puisqu'en fait DS9 n'a aucune structure fondamentale qui permette de faire on va dire du vrai Star Trek, du Star Trek original. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils peuvent pas, qu'il peut pas aller, entre autres, au bout de son délire, quoi, parce qu'il est coincé. Et puis c'est aussi la fin d'un cycle, hein, Voyager. C'est-à-dire que ça fait déjà presque 13-14 ans que les gars, bon les équipes ont un peu changé, quoi, mais que les gars produisent du Star Trek. T'arrives à un moment, quand tu fais tout le temps la même chose, bah tu produis tout le temps la même chose. Ouais, tout à fait. Tu vois, sans te renouveler, quoi. Et on considère pas la série comme on la considère aujourd'hui, hein. Faut savoir que on est peut-être un peu à la fin de l'âge d'or des séries, qui a vraiment explosé avec House of Cards et Game of Thrones. Mais donc la manière de concevoir la série, à travers le public comme phénomène culturel massif, on commençait à en parler avec Dr House. Je me rappelais, on parlait beaucoup de Dr House. Et puis c'était la série phénomène, tout ça. Et puis il y a eu Game of Thrones qui a tout balayé, House of Cards qui a tout balayé et qui a permis une considération de la part du public des séries qui va du coup amener une considération de la part des producteurs sur leurs produits et donc qui fait qu'aujourd'hui on a Ring of Power qui est la série la plus chère de tous les temps et un plus gros fiasco à $1 milliard. Mais donc du coup à l'époque les mecs qui font Voyager ne sont pas dans l'optique actuelle de faire des séries. Comme on ne le font pas de la même manière, c'est une recette
tant que ça fonctionne, on continue comme ça. Aussi. Mais surtout qu'aujourd'hui, les séries, c'est pour pallier le fait qu'un film, en 2 heures de temps d'un film, tu peux pas raconter tout ce que tu veux. Ouais. Mais je vais te dire un truc. En 2001 sort la série Profit, qui est pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'historiens, je sais pas si ça existe, les historiens des séries, qui est la série Pivot. C'est la série qui change tout. Laquelle? Jimmy Profit, avec Adrien Pasdar. C'est normal, il y a que 10 épisodes. Ok. Et c'est une série, premier épisode, il passe, le deuxième épisode, il l'arrête direct de diffusion. Ok. Parce que le standard de la chaîne explose et les gars se disent merde, on est en train de diffuser un truc, c'est trop chaud du cul quoi. Donc Ok. ça s'appelle Profit avec Adrien Pasdar, ça a une dizaine d'épisodes et c'est un petit peu American Psycho avant l'heure. Ok. Donc ça te raconte l'histoire d'un Golden Boy qui te fait voir comment il écrase toute concurrence au sein de sa boîte. Mhm. Le premier épisode déjà se finit chelou où il se met tout nu et il se met dans une boîte en carton devant la télé. Ok. Voilà, et le deuxième épisode, il ouvre la porte, il dit bonjour maman et il la baise. Ok. Et c'est là qu'ils ont arrêté le deuxième épisode. En fait, il s'avère que c'était pas sa vraie mère, c'est sa belle-mère, bref, machin, et trucs comme ça, voilà. Et ça s'appelle Profit. C'est une série qui, aujourd'hui, tu le vois, tu te dis bon, bah y a rien de scandaleux. Il y a Bah, à une fois l'époque, qu'on a vu c'était- Game of Thrones, voilà. Ouais, quoi. c'est ça, mais à l'époque, c'était du jamais vu, quoi. Mais la construction de toute la série, de dépeindre un serial killer en puissance, pour beaucoup, c'est le pivot de cette entrée dans l'âge d'or des séries. Ok. C'est-à-dire où les gars ont compris qu'ils avaient un médium sur lequel ils pouvaient travailler avec ce qu'on a vu dans Picard dernièrement, avec ces errements où ils tirent là, ils tartinent tant qu'ils peuvent leurs 2 grammes de beurre pour que ça tienne sur toute la baguette, quoi. Mais c'est à partir de là. Et Voyager, eh ben, c'est ce moment raté. C'est-à-dire que ça aurait pu avoir cette consistance que personne ne leur aurait voulu, pardon, j'y arrive plus, qui ait un peu plus de maturité. Ouais. Et tu vois, dans Enterprise, ils vont l'amener, cette maturité. Mhm. Ils vont garder un peu ces épisodes standalone avec ce fil rouge. Mais dans Enterprise, ils vont oser aller un peu plus loin. Ils vont oser perdre des membres d'équipage. Ils vont oser faire souffrir. Et au final, le souci d'Enterprise va peut-être être son esthétique qui, bien que cohérente avec l'univers, est trop éloignée. Rien que le générique. Oui. Fait, moi j'ai vu ça la première fois, je fais what the fuck. Il est bien, moi j'aime bien le générique, mais c'était plus du tout. T'es pas dans Star Trek. Qu'est-ce que j'ai pu emballer sur It's a long road. Pareil, en plus, il y avait, j'avais vu mon pote Durandal, Cinéma Durandal sur YouTube, qui disait aussi Enterprise, c'est le début où il commençait à mettre du cul dans les séries. Oui. Et du coup, on les voit se mettre à poil pour prendre des douches, pour se nettoyer et tout. Et c'était juste pour montrer un peu de fesses. Et c'est un petit peu nul. Je suis pas d'accord. Ok. Alors, je suis pas d'accord, pourquoi? Parce que quand tu regardes TOS 1, les officiers en mini-jupe, ras la fesse avec le petit haut de la fesse. C'est vrai. Voilà. Qui perd son t-shirt à chaque épisode. Toutes les 5 minutes, voilà. Et quand tu regardes TNG, il y en a une sur la passerelle. La comédienne avait râlé parce qu'elle trouvait déjà que le décolleté était profond et il voulait lui en mettre un plus profond, genre c'est l'espace, c'était libéré quoi. Voilà. C'est la Donna Troy. Donna Troy, ouais, Donna Troy. Ouais. Bah tu vois que Donna Troy, elle a dû manger de la salade pendant cette saison, parce que. Ouais. En comme plus je c'est une dis latine, souvent, hein. Faut pas quand nous le je- faire croire. Hein, les latines arrivent à 40 ans, pim, c'est pas pareil. Voilà. Quand je dis, quand tu regardes mine de rien Starfleet, c'est pas gros friendly. T'as intérêt à être sec et en forme pour rentrer dans le costume et que ça te taille bien, quoi, parce que sinon. Mais Ouais. voilà, mais voilà, pour Voyager, c'est un peu toute cette promesse ratée. Donc, si on doit résumer, c'est tout ce Survivor Space qui n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas de Bounty Count, comme tu dis. La série en elle-même est très bien. Enfin, moi, j'ai passé d'agréables moments et je passe encore de bons moments à la mater, mais elle n'a pas ce goût de reviens-y comme peut l'avoir TNG ou comme peut l'avoir DS9, je Et trouve. parce que justement, TNG n'a pas la prétention, en fait, n'a pas en lui les germes de tout ce que ça aurait pu être. En fait, j'ai l'impression que quand j'entends au fil de cette conversation que le problème de Voyager n'est pas d'avoir fait du mauvais Star Trek, c'est de faire du Star Trek avec, tu t'imagines, de voir qu'à l'intérieur,
il y avait des choses en plus qui auraient pu être explorées et que c'est pas juste des théories de fans dans son coin. Tu sais, on a tous nos théories et compagnie. Là, non, la série aurait pu raconter ça à l'époque. Par contre, je me demande est-ce qu'elle était bien réceptionnée à l'époque, parce que nous, on est là avec nos regards de 2022, hein, bientôt 2023. Mais est-ce qu'à l'époque, Voyager était bien considéré? Oui, parce qu'elle a duré 7 saisons. Donc, elle a rempli Voyager a fait ce qu'elle avait à faire. Et puis, elle a jamais vraiment souffert de diminution de budget. Enfin, graphiquement, ça a pas mal vieilli. Ouais. Graphiquement, la 3D, elle tient la route. Enfin, les maquillages aussi tiennent la route. Non, enfin là, on est quand même on est au summum de ce que pouvaient faire à l'époque les studios. Donc du coup, finalement, Voyager réussit son pari. Oui. Mais elle réussit son pari. Et puis, il y a une école Voyager. Il y a des gens qui peuvent pas blairer DS9 et qui vont dire Voyager, c'est la meilleure série après TNG. Il y a vraiment deux écoles, celle DS9 et celle Voyager. Et j'ai souvent tendance à dire que c'est DS9, c'est celle de la maturité un peu crue. Et Voyager, c'est celle de l'innocence qui veut perdurer, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais de DS9 n'est pas du Star Trek parce que ça va à l'opposition de tout ce que veut Star Trek, pas parce que ça propose des choses sombres, mais quand on va regarder la saison 6 et 7, on en reparle. D'accord. De DS9. Ce sera dans plusieurs années. Voilà, mais... je pense que c'est le côté un peu militaire de la Fédération qui te déplaît. Moi, j'ai pas dit que ça me déplaisait. C'est un argument que j'ai entendu. Mais quand tu verras les grands mouvements de vaisseaux, les grandes batailles, c'est vraiment des grosses batailles épiques de milliers de vaisseaux les uns contre les autres, quoi. Avec cette réflexion des fois de, justement, on a des valeurs, il faut les garder. Il a pas les mêmes, pour faire vite, il a pas les mêmes dilemmes moraux, Sisko. Il y a un épisode, par exemple, où Starfleet essaye via la loi martiale de prendre le contrôle de la Fédération des Planètes Unies. Et pendant un moment, il hésite, Sisko, à laisser faire. Avant de trouver un moyen de déjouer le complot, quoi. Il y a plein de trucs comme ça, assez intéressants, où, tu vois, la limite, c'est pas la même. Sisko, il a et c'est marrant parce que dans Voyager, ils vont l'apprendre, tout ça, ce qui se passe de l'autre côté. Il va un moment, ils vont recevoir des messages et ils vont l'apprendre. Et ils vont se dire, ah ouais, nos petits problèmes, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, je vois. Ils vont relativiser un peu, quoi. C'est cool. Voilà, quoi. Mais voilà. Ouais, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouais, moi aussi, on a quand même fait le tour. Ouais, après, on a beaucoup tapé, mais c'est pas vraiment tapé, comme on dit, c'est cool. C'est juste dommage que ça n'a pas été plus loin sur certains aspects, et on s'est juste posé la question, donc on n'est pas passé, j'espère que vous n'avez pas considéré une heure de crachage sur Voyager, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, comme je vous dis, le peu que j'ai vu, j'ai vraiment accroché. Ma première maquette de vaisseau, c'est l'USS Voyager. Voilà, il a pris une cuillère dans son dans sa cuisine. On le verra pas, je vous ferai voir la photo, c'est mon papa qui l'a fait avec les lumières et tout. Ah bah stylé. Voilà. Stylé. Est-ce que tu as quelque chose à proposer pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, dans 15 jours, dans le prochain épisode, effectivement, on va parler de Forbidden Planet, qui est l'épisode, qui est selon toi l'épisode pilote. Ouais, c'est pour moi, c'est le film Star Trek TOS ultime, qui malheureusement ne fait pas partie de la franchise Star Trek. Donc on en parle et on a hâte d'avoir vos retours pour cet épisode. Est-ce que vous aussi vous pensez que Voyager c'est une promesse ratée? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires un peu partout. Ouais. Maintenant on est sur tout ce qui est les podcasts Apple, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Google Podcast, voilou. Et sur Ocha toujours. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous. Suivez la chaîne YouTube Trek Historia, c'est la chaîne de Cyril. Moi, j'ai appris énormément de Star Trek quand j'ai commencé à me pencher vraiment sur le sujet. C'est parce que je suis tombé sur sa chaîne et je me suis avec Rémi 2D sur Twitter, à qui on fait un gros bisou. Donc moi, j'ai regardé beaucoup de sa chaîne-là. Si vous voulez comprendre un peu l'univers Star Trek, parce que c'est vrai que c'est un peu
Alors, quand tu vois ce que tu dois te taper pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est assez lourd. Donc si vous êtes passionné par le lore, la chaîne YouTube Trek Historia, elle va vous aider. Et voilà. Bientôt les épisodes sur les Caïssians. Et les vaisseaux. Le Classe Galaxy, ouais. Classe Galaxy. Et j'ai une question d'ailleurs à partir, et on arrête après. Tu me dis oui, d'ailleurs, le Classe Galaxy, il avait été prévu pour être un vaisseau carrière, cargo, machin, tout ça. Où t'apprends ça? Enfin, à partir de quand ça a été défini, ça? Est-ce que t'as un épisode de TNG où ils disent en fait il y a eu ça, ou c'est les nerds qui ont fait online qui ont développé le truc pour essayer de raconter une histoire? Alors, t'as plein de choses qui permettent d'avoir ça. Donc, en général, moi, je vais sur Memory Beta, qui est la version canon de Star Trek. Et après, tu as Memory Alpha, pardon. Et après, tu as Memory Beta, qui est la version non canon. Ouais. Voilà. Pour ces histoires de vaisseaux, de classe, tu as en fait ce qu'on appelle les blueprints. Les blueprints, ce sont les schémas du vaisseau. Qui sont faits à plusieurs moments, voilà. Et donc tu as des livres qui sortent. Là, j'ai acheté dernièrement les blueprints de DS9. Tu as des livres qui sortent comme si tu pouvais réparer ton propre vaisseau. Mais donc c'est à ce moment-là que les mecs s'amusent à raconter des trucs en plus, quoi. Et ben les mecs, ils vont voir les gars qui ont conçu les vaisseaux et qui ont fait tous les plans pour donner des justifications à ce que tu vois à l'écran. Ok. Donc là, il y a le turbolift, il fait ci, il fait ça, il fait machin, il fait truc. Ouais. Après, tu as tout ce qui est dans les livres, donc dans les romans, où on t'explique d'autres trucs. Et effectivement, en force de raccrocher des brides à droite, à gauche, tu comprends à quoi sert le vaisseau Enterprise, quoi. Donc, ça fait partie des choses qui sont officielles à CBS et à la Paramount. Donc là, on est dans du canon, parce que c'est les gars qui ont conçu les maquettes, qui ont conçu les vaisseaux, qui t'expliquent, qui créent une histoire autour du vaisseau, quoi. Je vois. Et du coup, effectivement, l'Enterprise était fait pour faire des missions de 10 ans, l'Enterprise D, alors que par exemple l'Enterprise premier du nom avec Kirk, c'était que des missions quinquennales. Ouais. Donc sans ravitaillement, en théorie. Et puis, il y a ces choses-là où t'apprends dans ces dossiers plus ou moins officiels et ces blueprints. Pour ceux qui ont plus de 60 ans et qui nous écoutent, il y en a. Quand tu achetais une voiture, tu avais un bouquin, je crois de Harris ou je sais pas quoi, un bouquin bleu qui t'expliquait tout ce que tu devais savoir sur ta voiture, comment la réparer. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'il y a les mêmes éditions pour les vaisseaux Star Trek. Oh, ça c'est et les vaisseaux Klingons. Ça c'est super cool. Voilà. Et donc t'as des blueprints, t'as tout ça, et en fonction, alors il y a aussi les gens qui extrapolent, quand ils voient les schémas qui sont sur le vaisseau, qui comprennent que ça sert à ça, ou voilà. Et il y a même des erreurs. Il y a des erreurs, par exemple, sur le Voyager, il y a 2 chambres intermixes. Or, tout le long de l'histoire, on nous fait croire qu'il n'y en a qu'une. Ok. Voilà, mais il y en a 2, et on le voit plusieurs fois dans les plans du vaisseau, dans la série, qu'il y a 2 chambres intermixes. Ok, d'accord. Il y a plein de trucs comme ça, un peu... voilà, où des fois, le scénariste oublie d'aller se référer à la notice technique du vaisseau, quoi. Voilà. Ouais, où il se dit, bon, ça va. Ouais, ça va, ouais. Et l'Enterprise, ils sont partis trop loin, quoi. Le truc, tu sens que Picard, il a donné envie, hein. Ah ouais, non, mais justement, enfin, quand tu vois aussi Discovery, là, le vaisseau, la Discovery, c'est des vaisseaux qui n'ont pas été retenus au début pour la phase 2 ou pour les films Star Trek, donc de motion picture, parce qu'ils étaient trop grands, c'était trop compliqué à les réaliser, c'était parti trop loin. Ok. Et en fait, le vaisseau de Discovery, c'est le vaisseau qu'aurait dû être l'Enterprise à rénover dans les films. C'était les premiers schémas qui avaient été faits, quoi. Okay. Et c'est pour ça que les gens ont gueulé quand ils ont vu le vaisseau dans la première, le premier teaser qui était sorti avant que la série arrive. Quand ils ont vu ce truc en D, là, ils ont compris qu'ils avaient repris les premiers designs de la phase 2 de Star Trek, quoi. Putain. C'est voilà. Ouf. Et mais voilà, ils sont partis trop loin, et puis j'explique pas mal de choses, pourquoi, bref. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Hâte de voir ça. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. En espérant que ça vous ait intéressé, que ça vous ait plu, que ça vous donne envie d'en parler, ça vous donne envie de savoir plus sur ces univers, et tout simplement de geeker, en fait, sur vos propres sujets à vous. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait, hein, lui et moi, Cyril et moi, c'est on blablate sur une série, sur un univers qu'on aime bien, et vous êtes capable de faire ça aussi sur vos propres sujets, sur les trucs qui vous ont plu, pour peu que ce soit suffisamment fourni.
Ça commence juste à... Il faut juste se poser la question, en fait. De, tiens, pourquoi et si? Les deux Alors questions. bientôt, vous allez avoir un épisode spécial avec une doctorante en lettres qui va vous expliquer en quoi Star Trek, ça reprend la culture du Far West. TOS. Ouais. Ah. Et il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement C'est sur cool, la chaîne ça. en termes de contenu, différents et variés. C'est top. Ah bah Voilà. écoute, mon bon Cyril, je te souhaite une bonne soirée. Allez, Je te remercie encore une fois pour ce podcast. C'est toujours un plaisir d'en faire avec toi. Et on se revoit dans 2 semaines. allez, à tantôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.